Aujourd'hui, on va aborder un sujet pas très agréable pour un début de vacances, je le reconnais, mais qui est prégnant et qui ressort dans beaucoup de vos commentaires, vos témoignages, les nombreuses interrogations que vous m'envoyez. Donc, j'ai souhaité aujourd'hui y revenir. C'est la question fatidique quand on est dans un travail toxique, avec des comportements toxiques ou anormaux et que ça commence à devenir clairement intenable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que il faut résister à tout prix, se battre, se faire respecter, être dans une position offensive? Ou est-ce qu'au contraire, le plus simple, c'est de tout laisser tomber, ou c'est de fuir, entre guillemets. En tout cas, de s'arranger pour partir très loin dans les meilleurs délais. Alors, pour être franche, je vais spoiler la conclusion de ce live. À cette question, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a pas de réponse qui se duplique de façon systématique à toutes vos situations. La réponse, vous vous en doutez, elle est individuelle et elle dépend de chaque cas, de chaque situation et de chaque personne qui la vit. Et je voulais commencer cette live par vous demander déjà, faisons un test. Quand je vous dis justement, vous êtes dans cette situation injuste au travail, vous vivez une situation qui n'est pas normale, qui est injuste. Vous êtes peut-être harcelé, rabaissé par vos collègues ou votre hiérarchie, alors que tout ce que vous voulez, vous, c'est travailler normalement, vous épanouir, être dans un environnement sain et concerté. Quand je vous demande instinctivement si vous pensez qu'il vaut mieux se battre pour faire valoir ses droits ou partir, instinctivement, quelle réponse vous vient à l'esprit? Quelle est la réponse qui vous semble la plus adaptée, la plus courageuse socialement, celle que vos croyances peut-être vous murmurent de prendre? Qu'est-ce qui vous vient naturellement à l'esprit? Vous pouvez même le mettre dans la zone de discussion, si en 1 c'est plutôt l'idée qu'il faut se battre et résister à tout prix, ou si c'est 2 de prendre très très vite vos clics et vos claques. Voilà, déjà vous pouvez réfléchir à cette question qui je pense est déjà éclairante. Et ensuite, si on veut pousser l'expérience jusqu'au bout, si vous regardez vraiment à l'intérieur de vous et que vous vous posez la question sur vous face à cette situation, vraiment au fond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire sincèrement? Et regardez si la première réponse que vous avez donnée est cohérente avec la deuxième. C'est déjà un premier point. Et il est possible que beaucoup d'entre vous sont dans l'idée que quand on est face à une injustice, dans une situation où on est finalement certain d'avoir raison, ou en tout cas on ne voit pas ce qui fait qu'on aurait tort, l'idée première c'est de se dire il faut que je me batte, il faut que je me fasse respecter, c'est pas possible, ils vont pas gagner, ils vont bien ouvrir les yeux, c'est trop injuste, voilà, c'est pas possible de rester, de subir comme ça. Voilà, on a probablement pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, c'est la colère qui vient, c'est de se dire mais enfin c'est pas possible. Et c'est normal parce que souvent quand on est dans ces situations, déjà on a une valeur de la justice qui est très importante, on a la justice souvent chevillée au corps, donc c'est une valeur qui est prégnante chez nous. Et aussi, on a été nourri un peu à cette idée sociétale de le bien finit toujours par gagner, le bon. Vous savez, dans les films, souvent le bon, le gentil, maltraité, qui persévère et fournit des efforts et se bat contre l'injustice, qui s'en prend peut-être plein la tête, mais à la fin, il gagne. On est un peu dans cet état d'esprit, et aujourd'hui on est dans une société très individualiste et très marquée, moi je trouve personnellement de plus en plus, mais peut-être que c'est pas votre avis, c'est mon avis à moi et je vous partage. Je trouve qu'on est dans une société où de plus en plus il y a cette idée qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, qu'il faut se faire respecter à tout prix. Il y a l'idée toujours qu'on va se faire arnaquer, avoir.
Et oui, je dis pas qu'il faut mieux avoir une certaine lucidité dans la vie et être attentif à son environnement et regarder en effet là où on met les pieds. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme d'exacerbation de tout ça qui fait que même dans des situations de frottement social assez classiques, très vite on a des gens qui vont monter dans l'agressivité voilà, pour défendre leur point de vue parce qu'ils s'estiment lésés et qu'il faut que leur point de vue soit reconnu. Donc tous ces éléments font que instinctivement on se dit oui, se battre c'est probablement la meilleure chose à faire. Et ça me fait penser aussi à ce qu'on voit beaucoup, enfin moi je vois régulièrement sur les réseaux, par exemple les vidéos d'avocats qui défendent aussi les personnes harcelées au travail et qui martèlent: ne démissionnez pas, surtout ne démissionnez pas, c'est ce que le système veut, surtout ne démissionnez pas. Et moi, je suis d'accord sur le fond, évidemment qu'il faut toujours mettre son intérêt en premier et que démissionner, forcément, c'est pas la solution la plus stratégique qui vous met en position de force par rapport aussi à l'après, puisque du coup vous n'avez pas les droits au chômage, vous ne touchez pas d'indemnité, etc. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, cette injonction, elle est pas adaptée à toutes les situations, voire même elle est culpabilisante, parce que on n'a pas tous les mêmes cartes, on n'est pas tous armés par rapport à ce qui se joue dans les entreprises, et dire qu'en gros, si vous choisissez l'option de démissionner, c'est que vous êtes un perdant ou que voilà, vous vous êtes laissé marcher dessus par le système. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu réducteur. Et quand je dis ça, croyez-moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se battre et il ne faut pas faire valoir ses droits. Je suis la première à le dire, je pense, si vous regardez mes vidéos, je suis la première à dire renseignez-vous quand vous êtes face à un harcèlement ou des comportements toxiques. Renseignez-vous, entourez-vous, parlez-en. Dans l'idéal, quand c'est possible, faites-vous, prenez des renseignements auprès des sachants et allez voir si c'est possible un juriste, un avocat ou un représentant du personnel, une personne qui est capée pour vous répondre. Je suis toujours la première à dire ça. Il y a aussi d'autres organismes, il y a l'inspection du travail, alors malheureusement ils sont débordés, mais il y a aussi les maisons du droit et de la justice. Voilà, il y a des endroits où vous pouvez éventuellement avoir des conseils. Et oui, je lis le commentaire, j'ai pas le nom. Oui, les conditions de travail sont bonnes, mais la hiérarchie toxique et j'ai peur de quitter mon emploi pour de moins bonnes conditions. Mais évidemment, je suis dans le collimateur maintenant après avoir révélé des problématiques. Voilà. Donc c'est typiquement la situation où finalement vous êtes coincé dans une espèce de cercle vicieux où vous vous retrouvez pas forcément en position de force dans votre emploi que pourtant vous aimez. Et donc vous avez intrinsèquement le fait que vous avez juste en fait dit les problématiques, vous avez rien fait de mal, c'est pas vous le problème. Mais c'est aussi ça la réalité du travail, c'est que, excusez-moi du terme, je vais être un peu franche, mais il faut pas être naïf. Voilà, le monde du travail, c'est pas la petite maison dans la prairie, c'est à l'image de notre société, c'est à l'image de beaucoup de systèmes, et il faut être vraiment lucide sur ça, sur le fait que, en effet, il y a des droits, en effet, il y a des lois, il faut les faire respecter. Mais il faut aussi savoir que ça ne vient pas non plus en appuyant sur un bouton. Il y a souvent de l'énergie, du travail, de l'investissement financier, psychologique derrière. On sait par exemple que les prud'hommes, les procédures peuvent être aussi très longues. Ici par exemple c'est 24 mois pour avoir une première décision et si vous allez en appel, vous reprenez 3 ans derrière. Voilà.
Il y a des régions où c'est plutôt 24 mois pour avoir une première décision. Donc il faut être aussi en capacité d'accepter que se battre, c'est aussi un investissement derrière. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas dans les films. Moi, je pense à Erin Brockovich. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film. Ce film, il est formidable. Il rassure notre sens de la justice, le côté du pot de terre contre le pot de fer. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le film, c'est un film avec Julia Roberts où c'est une petite assistante juridique qui s'empoigne d'un dossier de pollution d'une grande entreprise et qui décide, alors toute seule, pas toute seule, hein, justement, ça c'est quelque chose à débunker, on a l'impression qu'elle est toute seule, mais en fait elle n'est pas toute seule, et toute seule elle s'attaque à cette injustice et à la fin elle gagne. Sauf que ce que le film ne montre pas forcément dans les détails, et ce qui est normal, c'est la temporalité dans la vraie vie. Donc c'est une histoire vraie. Dans la vraie vie, Erin Brockovich, je crois que ça lui a pris 4 ou 5 ans, ou à peu près, pour arriver à cette victoire. Et pendant tout ce temps-là, il a fallu qu'elle fasse face à des attaques, à de la décrédibilisation, à la fatigue. C'était une mère de famille quand même avec des enfants, voilà. Donc c'était quand même... il a fallu qu'elle porte beaucoup de choses sur ses épaules. Et c'était une personnalité, puisqu'après, elle a continué d'autres combats. Donc, aujourd'hui, c'est ça dont je voulais vous parler. Il y a pas de solution parfaite. Ça dépend beaucoup des circonstances. Si on reprend votre situation, vous êtes dans cette situation donc pénible au travail qui clairement n'est plus tenable. On en avait déjà parlé dans un premier live et surtout n'hésitez pas à me dire vous quelle posture aujourd'hui vous avez décidé de prendre face à ça, si vous vous reconnaissez dans ce profil. Mais clairement vous avez 3 options, hein. C'est l'option je fais le dos rond, hein. Donc je mets en place, peut-être grâce à quelques-unes de mes astuces, pour ceux qui ont téléchargé le guide, je mets en place quelques astuces, j'essaie de me protéger au mieux, j'essaie de comprendre, et du coup, voilà, ça donne une sensation de reprise un peu de contrôle, on décharge un peu la charge mentale de tout ça, et on subit, mais je vais être claire avec vous, hein, ça marche à court terme, mais à long terme, c'est quand même très compliqué de tenir. Mais soit, vous avez cette possibilité, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, chacun trouve la solution qui lui convient au moment où il vit cette situation. Et puis vous avez donc les deux autres solutions qui sont un peu le propos de ce live aussi. Il y a donc la solution très offensive, hein, le côté frontal, je vais faire valoir mes droits, je vais documenter, je vais saisir les prud'hommes ou d'autres structures. Si vous êtes dans le public, malheureusement les prud'hommes ça n'existe pas, mais bon voilà, vous avez les autres structures. Et parfois même, il y a des gens dans les commentaires, alors là ça m'a fascinée parce que je trouve ça assez incroyable et j'aimerais bien qu'un jour une de ces personnes se manifeste pour m'expliquer comment elle fait. Il y a des gens qui répondent du tac au tac, c'est-à-dire à la manipulation ils répondent par la manipulation, au harcèlement ils répondent par le contre-harcèlement, et il y a des gens qui se targuent d'avoir comme ça fait taire leur manager. Moi je vous dis félicitations, vous êtes probablement pas le public cible de ce live, mais bravo, félicitations. Mais j'imagine la guerre d'usure des nerfs que ça doit être quotidiennement. Il doit vraiment falloir beaucoup d'énergie pour venir tous les jours au travail comme on rentre dans un champ de bataille. Donc vraiment bravo, et moi je veux prendre des cours, hein. Oui, d'accord, oui, il y a des... Bah oui, en arrêt de travail avec une psychothérapie pour analyser la situation, prendre du recul, oui. Oui, alors ça fera probablement l'objet d'un autre live, mais oui, vous avez aussi l'option que moi je préconise quand c'est pas tenable, hein, c'est de prendre du recul. Le recul, il passe par un arrêt. Vous prenez un arrêt de travail. N'écoutez pas tous ceux qui vous culpabilisent. Il ne s'agit pas de prendre un arrêt de 6 mois. D'ailleurs, aucun médecin ne vous donnera un arrêt de 6 mois, mais une semaine, quelques jours déjà pour prendre du recul. Ça vous permet de faire baisser la pression mentale, la charge mentale, et de regarder votre situation avec beaucoup plus d'objectivité. Donc bravo Stéphie pour en tout cas cette décision, même si j'imagine que vous l'avez pas pris de gaieté de cœur et que c'est un peu votre corps et votre mental qui vous a mis un peu devant le fait accompli. Donc voilà, on a cette option, hein, qui est de se battre, faire valoir ses droits, documenter, bref.
Et puis on a l'option sortie, hein, je prépare ma sortie. Alors rupture conventionnelle, démission, peu importe, mais votre objectif c'est de sortir au plus vite. Et moi j'ai remarqué que dans l'imaginaire de beaucoup, cette option-là de sortir, c'est un peu équivalent comme une fuite. On a l'impression qu'en fait on a perdu, on a laissé l'autre gagner. Et du coup, c'est psychologiquement une situation enfin une décision qui n'est pas facile à prendre. Et en fait, encore une fois, la vérité, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. La vie, c'est pas un film. Dans la vie, vous pouvez vous battre, mettre toute votre énergie, tout votre entourage, y mettre de l'argent. Et au final, vous pouvez perdre. Et parfois, vous partez en vous disant je fais par exemple la croix sur mon indemnité de rupture conventionnelle parce que j'ai pas les moyens psychologiques d'affronter, d'être dans la négociation, ou j'ai pas les moyens de payer un avocat pour m'accompagner, ou j'ai pas d'allié dans la boîte, voilà, il n'y a pas de syndicat qui peut donc voilà, tant pis, je pars sans mon indemnité. Et vous avez l'impression que vous avez perdu, vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir. Et pourtant, au final, si vous prenez votre situation, si vous vous projetez ne serait-ce qu'un an plus tard et que vous regardez en arrière, regardez ce que vous avez gagné réellement. En tranquillité d'esprit, en santé mentale, en santé physique. Regardez et faites le ratio. Et peut-être qu'au final, vous avez gagné ou vous n'avez pas perdu beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc c'est là où je vous dis la réponse, elle n'est pas universelle, elle dépend vraiment de chaque personne. Et je voudrais revenir aussi sur un point qui est intéressant, moi qui m'a intéressée, c'est pourquoi c'est parfois si difficile de partir. Alors oui, il y a la peur de l'incertitude, il y a évidemment la peur les freins financiers, les croyances personnelles évidemment, mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant et que j'ai retrouvé aussi, que j'ai décrypté dans beaucoup de commentaires, c'est ce qui est formalisé par la théorie du biais des coûts irrécupérables. C'est en fait une tendance totalement humaine qui nous pousse à continuer à mettre des efforts dans une situation, dans une entreprise, quand bien même, finalement, actuellement, les coûts sont bien supérieurs aux bénéfices. Et parce que en fait, on a peur d'avoir des regrets. Et choisir, de partir par exemple, c'est perdre l'autre option qui est de rester, et on se dit mais en fait si j'étais restée, si j'avais tenu encore un peu plus, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être que la situation se serait dénouée d'elle-même sans que je fasse cet effort et sans que je me mette en danger, que je sorte de ma zone de confort. Et donc psychologiquement finalement on reste parce que on se dit peut-être. Et puis il y a l'idée que voilà, ailleurs c'est pas mieux. Donc ça nous maintient dans cette tendance à subir plutôt que d'envisager objectivement les options qui se présentent à nous. Et le meilleur exemple, c'est l'Everest, voilà. Les alpinistes. Il y a eu des histoires comme ça, des tonnes d'histoires d'alpinistes qui donc sont montés à l'assaut de l'Everest, et il y a eu une histoire comme ça où un groupe s'est retrouvé mis en difficulté parce que les conditions étaient terribles, et ils avaient deux choix: rebrousser chemin pour revenir au camp d'avant, ou continuer quand même parce qu'ils étaient très très proches du sommet. Et donc vous devinez bien, le groupe s'est scindé en deux, il y en a qui sont redescendus et il y en a qui sont partis. Pourquoi ils sont partis? Pas parce qu'ils étaient suicidaires, mais parce qu'ils avaient mis trop d'énergie à venir jusque-là, ils avaient mis de l'argent, ils avaient consacré du temps à s'entraîner. La fenêtre, vous savez, la fenêtre sur l'Everest, elle est très réduite, donc il y a la chance de refaire une tentative dans la foulée est quasiment nulle. Donc voilà, c'est le coût c'est le biais des coûts irrécupérables. On est arrivé jusque là, on a mis trop d'énergie, on va aller encore un peu plus loin. Voilà. Et ce qui est arrivé malheureusement, c'est que les gens qui sont montés au sommet sont morts, et ceux qui ont choisi de revenir en arrière, voilà, ils ont été sauvés en quelque sorte, et certains ont refait une tentative
tout à fait avec toute la réussite. Oui, et Randa, exactement, c'est de nos discussions aussi que j'avais tiré mon deuxième exemple. Et Randa dit en effet qu'Annie Duke en parle dans son livre Quit. Elle parle aussi du poker. Les meilleurs joueurs sont ceux qui savent partir à temps. Et en effet, Annie Duke a montré qu'en fait, les meilleurs joueurs et ceux qui en fait faisaient les meilleurs gains au poker, c'est ceux qui savaient s'arrêter. C'est ceux qui, après une belle victoire, décident de quitter la table. C'est pour ça que j'utilise parfois dans mes vidéos cette expression quitter la table. Alors que ceux qui finalement perdent tout à la fin, c'est ceux qui restent, qui se disent j'ai gagné, mais peut-être que la fois d'après je vais gagner encore plus. Ou alors qui perdent et qui au lieu de réduire leurs gains se dire je vais me refaire, et donc ils restent et au final bien peu sont ceux qui se refont vraiment derrière. Ils repartent juste complètement à sec et encore plus pauvre, j'allais dire, avec encore moins d'argent qu'à l'arrivée. Voilà, donc il y a vraiment cette dynamique qui aussi s'active, qui est que, voilà, on se dit peut-être que, c'est le peut-être que. C'est comme au travail quand vous en faites trop, quand votre chef ne vous répond pas et que vous lui envoyez un premier mail et puis que vous vous dites bon, il répond pas, je lui envoie un deuxième mail, mais il répond pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est, il y a un moment où, logiquement, on devrait arrêter. Mais on se dit toujours, mais peut-être que le mail d'après, si je change ma formulation, ou si voilà, j'y mets une tension, ou peut-être que la prochaine fois sera la bonne. Et spoiler, la plupart du temps, non, la prochaine fois, c'est pas la bonne. Tout ce que vous avez perdu, c'est plus d'énergie, plus de charge mentale, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette théorie, c'est que on peut pas récupérer le coût de l'investissement que vous avez mis, par exemple, dans cette entreprise, l'énergie que vous y avez mis. On peut pas la récupérer, bien sûr. Mais croire qu'en mettant davantage d'énergie, d'investissement, ça va vous permettre finalement de compenser ou de récupérer, c'est faux. Tout ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre encore plus d'énergie et plus de temps, plus de charge mentale, et que c'est souvent cette mécanique qui nous amène aussi à l'épuisement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire comment finalement savoir s'il faut rester, se battre ou partir? C'est en se posant la question concrètement, quand vous vous dites si je pars maintenant, ils ont gagné, ils étant votre hiérarchie, vos collègues, peu importe. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous gagnez, vous, là, aujourd'hui, à rester dans cette situation? Je n'ai pas la réponse, c'est une question qu'il faut vous poser vous. Qu'est-ce que vous gagnez à rester dans cette situation? Et quel est finalement, faut s'interroger vraiment sur le ratio entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Parce que c'est ça qui va vous éclairer. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation intenable. Restez, qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez peut-être de la santé mentale, vous perdez votre sommeil, vous perdez peut-être votre appétit, votre joie de vivre, peut-être que votre sphère professionnelle empathie, peut-être que vos loisirs empathissent, vous avez peut-être moins envie de faire vos loisirs ou de partager des choses parce que vous ruminez. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous gagnez à rester? Est-ce qu'il y a un intérêt caché à rester? Par exemple, acquérir de l'expérience, gagner un salaire qui fait vivre aujourd'hui votre famille, acquérir des compétences, ou parce que il y a d'autres intérêts, vous y trouvez par exemple des intérêts sociaux ou d'utilité. Posez-vous cette question, faites le ratio vraiment entre qu'est-ce que vous gagnez à rester, qu'est-ce que vous gagneriez à partir, et vous aurez probablement un début de réponse. Parce que, en l'occurrence, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution duplicable universellement. Il y a juste votre situation. Si votre dossier, par exemple, si vous subissez un harcèlement ou des comportements extrêmement toxiques, soyons clairs, de toute façon, on se rapproche toujours potentiellement d'un harcèlement et que ça n'est plus tenable, que vous êtes vraiment au pied du mur. Si votre dossier est béton, si vous avez un dossier béton, si vous avez des preuves que vous avez accumulées pendant tous ces mois, si vous êtes accompagné, si vous savez exactement quoi faire, où vous allez, si vous connaissez les conditions qui vont être nécessaires, le temps, l'énergie, et si vous avez encore la niaque
Et si vous avez un intérêt financier derrière qui est vraiment prégnant pour vous, important, eh bien là, la question de se battre, elle est tout à fait envisageable, elle est sérieuse et moi je vous encourage à y aller. Parce que là, peut-être que ce que vous avez à gagner est important par rapport à votre niveau d'énergie aujourd'hui. Mais si vous êtes déjà dans une situation fragile psychologiquement, si vous n'avez plus d'énergie, si vous sentez que vous avez tendance à pleurer pour un rien, si vous n'avez pas plus envie d'être dans la communication, si vous vacillez, si vous avez des problèmes pour dormir, si vraiment votre taux d'énergie, votre niveau d'énergie est très très bas. Posez-vous la question, est-ce que se battre à tout prix, même à négocier avec votre hiérarchie, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que vous voulez vraiment retrouver? Est-ce que vous voulez vraiment vous battre pour obtenir par exemple une indemnité de quelques milliers d'euros? Alors, ça dépend de votre situation, évidemment, ça dépend de la taille de votre entreprise, bon bref, ça dépend de plein de choses. Est-ce que vraiment ça en vaut le coup? Est-ce que c'est plus important que de retrouver sa sécurité psychologique, sa santé mentale, que vos enfants arrêtent de vous voir pleurer pour un rien ou crier? Est-ce que voilà, ça en vaut vraiment la peine? Et je dis ça sans aucun jugement, ni dans un sens, ni dans un autre. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est pas de vous dire qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre. C'est de vous faire comprendre que malgré les discours culpabilisants qu'il peut y avoir à l'idée que partir, voire même des fois démissionner. Alors évidemment, encore une fois, je le dis, on fait pas n'importe quoi, on s'assure quand même de se sécuriser avant, mais que démissionner, laisser une éventuelle indemnité, finalement avoir le sentiment d'aller dans le sens de ce que voulait l'entreprise, vous avez l'impression que ça fait de vous un perdant ou un loser ou quelqu'un qui est pas courageux, qui sait pas se battre. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une décision de se préserver soit en laissant derrière une éventuelle indemnité ou un ego. C'est une décision qui est aussi souveraine que celle de se battre. Voilà, à partir du moment où vous la prenez en tout état de cause et en toute lucidité et après avoir fait quand même un bilan objectif de votre situation. Hein. C'est différent de fuir à chaque fois qu'on est face à une difficulté au travail, voilà. Mais c'est une vraie question, c'est de faire vraiment le ratio de comment vous vous sentez vous aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus écologique pour vous aujourd'hui, écologique en termes vraiment, qu'est-ce qui vous correspond à votre degré d'énergie aujourd'hui, à votre souhait. C'est de vous poser cette question. C'est vraiment une question pour moi d'autorisation. Parce que souvent, quand on est un profil investi dans une entreprise, on a souvent tendance à pas se mettre au centre des choses. On va répondre aux besoins des autres, aux besoins de l'entreprise. On va laisser le système, les autres piétiner nos limites parce que on ne connaît pas bien nos limites, on ne connaît pas bien nos besoins. Et on ne s'autorise pas à se mettre au centre. Et là, il s'agit vraiment d'une autorisation à se mettre au centre de tout parce que seulement vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Parce que personne, au nom de croyance ou de bien-pensance, au nom de tous les yaka faucons, vous savez, un yaka faucon, ça c'est la grande problématique de notre société et de nous en tant qu'humains, c'est qu'on écoute toujours les yaka faucons. Les croyances des autres, les peurs des autres, que les autres projettent sur nous. Mais il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous et qui vous demande de devenir un ou une martyr pour un système qui clairement n'en a rien à faire de vous. Donc vraiment, posez-vous vraiment cette question. Et encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que être stratège, quand je parle d'être stratégique, c'est vraiment ça, hein. C'est pas la stratégie, c'est pas de définir forcément une stratégie alambiquée pour leur faire payer, pour récupérer son dû, pour les manipuler. C'est juste de voir avec lucidité votre situation d'aujourd'hui, de faire très objectivement le ratio de qu'est-ce que vous gagnez à rester, qu'est-ce que vous gagnez à partir, ou qu'est-ce que vous perdez
en restant là et quel est le plus gros risque que vous perdez, quel est le plus gros risque de perte en partant, et de faire vraiment un ratio. Et dans ces coûts, ne pas se contenter de l'aspect financier, vraiment voir tous les coûts cachés. Les coûts cachés, c'est encore une fois, votre énergie, votre santé mentale, votre bien-être, le bien-être aussi des gens qui comptent pour vous, qui vous entourent. Et ça, souvent, c'est inestimable parce que beaucoup de personnes le disent, hein, quand des fois, on s'entête à rester pour un aspect financier. Et encore une fois, je suis pas là pour juger, je sais combien c'est important, surtout aujourd'hui. Mais souvent, c'est l'argument pour ne rien faire. Et quand on se retrouve en épuisement professionnel, qu'on n'a pas de prévoyance, qu'on se retrouve très vite à mi-traitement et que là, on se retrouve vraiment financièrement dans une situation problématique, voilà, là, du coup, on peut se demander si ce risque-là, il aurait peut-être fallu aussi le quantifier quand vous vous êtes posé la question. Alors évidemment, on ne peut jamais savoir ce qui va arriver, mais vous avez déjà les signes. Vous voyez si vous commencez déjà à avoir des signes de burn-out, si votre santé est atteinte, si votre mental est atteint. Vous avez aussi votre entourage peut-être qui pose des alertes. Attention, je te reconnais pas, tu rumines, t'es toujours de mauvaise humeur. Voilà, tout ça, c'est déjà des red flags, comme je dis, des alertes. Donc, regardez ça objectivement, jusqu'où ça va vous mener. Quel est le risque pour vous à perdurer, à rester dans cette situation? Et c'est aussi un coût. C'est un coût invisible parce qu'il n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est un coût reporté. C'est un coût qui risque à un moment de vous submerger. Voilà, donc je vais conclure. L'idée, c'est que je ne sois pas trop longue. Pour, vous l'avez compris, il n'y a pas de question, de réponse universelle à la question est-ce qu'il faut que je me batte, est-ce qu'il faut que j'ai la niaque et que je me batte pour obtenir ce que je mérite, pour faire reconnaître mon préjudice. Il n'y a pas, et entre eux, l'option moi je me préserve, ma santé d'abord, je pars quoi qu'il en soit et je vais tout faire pour rebondir. Il n'y a pas, et même la troisième option de subir, c'est pas celle la plus stratégique, je vous cache pas, mais si vous n'avez pas le choix aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Essayez juste de garder en tête que il faut un moment prendre ce recul et faire ce bilan pour ne serait-ce que regarder vos options. Même si vous n'en faites aucune, regardez-les au moins objectivement, notez-les sur un papier. Voilà, parlez-en à quelqu'un d'extérieur. Faites au moins ça. Et donc, quelle que soit la solution, il n'y a pas de décision parfaite, objectivement et universellement. Il y a la solution qui est parfaite pour vous à ce moment-là. Et aujourd'hui, il est possible que vous soyez justement dans cette espèce de brouillard. Vous ne savez pas quelle décision prendre exactement parce que donc il y a toutes ces mécaniques dont on a parlé, le biais des coûts irrécupérables, l'effet tunnel, le mode de survie qui vous maintient dans cette espèce de brouillard mental. Comme je l'ai dit, la meilleure façon de sortir de tout ça reste d'être accompagné. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un œil extérieur pour réobjectiver votre situation. Et donc aujourd'hui, vous le savez, ou peut-être pas, je propose des accompagnements pour justement vous donner cet œil extérieur et vous aider à construire finalement votre feuille de route personnalisée, celle qui vous correspond à 100% avec la solution qui vous convient le mieux. C'est-à-dire, je vous aide à regarder, à décrypter ce qui se passe, à voir vos options, à regarder dans votre posture, dans votre réponse, dans vos réponses, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui vient vous freiner. Et au fur et à mesure de cet accompagnement, 100% des cas, il y a un chemin qui se dessine. Et le chemin, il vient pas en réfléchissant davantage. Le chemin, il vient en mettant en place des actions. Et ça peut être parfois des actions minuscules, je vous assure. Vraiment, pas besoin de faire un énorme gap pour bouger. Rien qu'une toute petite chose peut avoir un effet vertueux. Et puis bien sûr, on ne se contente pas de construire cette option ou ces options, de définir la stratégie la plus adaptée à vous. Il y a aussi un accompagnement bien sûr dans la mise en œuvre pour aller vraiment de A à Z de tout ce cheminement qui doit être le vôtre pour sortir de cette situation qu'aujourd'hui vous ne méritez pas. Et surtout ne croyez pas que vous la méritez. Tout ça c'est qu'un filtre déformant et vous n'êtes pas le problème. Donc ne laissez pas le système vous
figé dans cette idée que vous êtes le problème. Venez m'en parler en message privé ou alors continuez à regarder mes vidéos et à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Merci à vous et à très vite.